Legendary. Raconte une légende, écrit une histoire, c'est Raconte une légende. Le podcast où on parle de la culture, l'art, des passions avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton host Nema et aujourd'hui on reçoit quelqu'un d'exceptionnel. Chef pâtissier, chocolatier, entrepreneur, tellement de casquettes. Mais maîtrisé, c'est monsieur Pierre Marcolini. Comment Ravi. vous allez? Écoutez, je vais bien. Je vais bien parce que aujourd'hui, quand je regarde le chemin parcouru, je me dis que amener des gens dans un projet aussi fort que celui de créer une maison de chocolat, qu'elle soit tant au niveau régional, national qu'international, mais avec une maison de chocolat où il y a du sens, où on est respectueux en amont de ceux qui produisent et qui cultivent les cacaoyers, puis de l'autre côté, nous produisons effectivement la couverture de chocolat. Et on y reviendra, j'imagine. Et puis content aussi parce qu'on a amené du talent. Encore ce matin, j'étais en réunion et on a une équipe de jeunes. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils sont bons. Et vous sortez de là, vous êtes galvanisés, vous êtes emportés, vous êtes aspirés par cette très 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 belle énergie. Donc la question, est-ce que je vais bien? Je vais, oui, même très très bien. Ok, super. On a quelques minutes pour parler un peu de vos débuts, milieu et jusqu'actuellement. Moi, pour parler de vos débuts, j'ai quand même vu quelque chose. Je veux savoir si c'est vrai. C'est vrai que vous avez vendu des jouets à vous contre des desserts. Est-ce que c'est vrai? Échanger. Alors il faut remettre ça dans un contexte. Donc on n'était pas forcément très riches, voire plutôt l'inverse, mais ça c'est pas grave, ça fait partie un peu de tous les débuts, à mon avis. On n'est pas les seuls, mais c'est vrai que j'étais déjà un grand gourmand. Mais alors, à un point où le salé ne m'intéressait pas trop, j'étais capable vraiment, et je pense encore aujourd'hui, capable vraiment j'ai besoin de sucré, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de cette crème, j'ai besoin de ces paillettes de chocolat. Quand je vous décris un merveilleux, ces coques de meringue, qui déjà à l'époque, puisque je suis quand même un peu âgé, on parle des années 70, à mon avis, l'ensemble des auditeurs n'étaient pas nés. Et donc, parlez-en avec vos parents. Et puis, effectivement, déjà, à l'époque, le merveilleux était déjà dans une modernité, parce que quand on regarde aujourd'hui la pâtisserie moderne, on vous parlera du craquant, du moelleux, etc. Mais c'est déjà ça. Ok. Déjà avant l'heure, ce petit gâteau emblématique qui fait partie de la Belgique et du nord de la France, comme signature. Et je regardais que ce soit mon frère, que ce soit mes amis, et ils mangeaient pas leur gâteau. Je dis, c'est pas possible. Je me dis, je deviens fou. C'est presque un supplice. Et j'étais prêt à céder, effectivement, des jouets. Et alors, il y a deux solutions. La première, c'est soit vous allez voir un psy, ou la deuxième, vous en faites une profession. Et donc, je pense que j'ai choisi la deuxième en me disant, je devrais plus rien échanger, je vais faire mes propres gâteaux, comme ça sera plus facile. Et pour vous, ça a été évident très tôt que vous vouliez faire de la pâtisserie. Pour vous, c'est à quel moment où on se dit, je pense que je vais faire ça de ma vie? Ben, j'ai eu cette chance. J'ai eu la chance, effectivement. Alors, c'est toujours pareil, c'est à un moment donné des points de convergence qui font que vous êtes là et vous adorez effectivement cet univers parce que voilà, vous êtes un grand gourmand. La deuxième chose, vous voulez comprendre comment ça se fabrique. Et il se fait que à l'époque, j'étais dans un mouvement de jeunesse, des louveteaux pour pas le et on va visiter une boulangerie-pâtisserie. Et je suis rentré dans cette boulangerie-pâtisserie, c'était en pleine campagne. Alors, honnêtement, j'avais 10 ans, donc je me souviens plus vraiment où c'était. Mais par contre, je me souviens de les odeurs. Je me souviens à un moment donné, cet univers qui, pour moi, faisait penser un peu à un univers un peu de magie. Parce qu'il faut s'imaginer que vous prenez un bol. On aurait pu imaginer le chapeau du magicien. Vous rajoutez de la farine, vous mettez du beurre, qui sont des éléments qui se ressemblent pas forcément. Et puis vous faites clac, et vous sortez un gâteau. Et ça, j'ai trouvé que c'était absolument fascinant. Alors, j'ai commencé mes humanités et ma maman, donc comme le nom l'indique, Marcolini, c'est d'origine italienne. Je suis la première génération née en Belgique. Et maman, vous savez, au niveau social, au niveau des immigrés, le fait de rentrer, le fait de vous installer dans un pays qui n'est pas le vôtre, etc., toutes les mamans aspirent le mieux pour ses enfants. Et maman, elle aspirait parce que je n'étais pas fondamentalement bête. Et elle se disait, il va faire une carrière universitaire, etc. Et je me souviens de cette scène où on est au petit déjeuner le dimanche. Et elle me regarde et elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Et je la regarde et je lui dis, écoute maman,
je crois que je veux devenir pâtissier, chocolatier. Et elle a cette phrase, parce que dans les familles, on a tous nos phrases qui nous poursuivent et on sait ça. Elle a cette phrase, elle me regarde avec étonnement, elle me dit, alors comme ça, tu veux tout de suite aller à la case prison. Parce que pour elle, c'est un peu comme le Monopoly, pour elle, l'enseignement technique et professionnel, c'est quand vous avez tout raté. Ouais. Et moi, je dis non, je pense vraiment, j'aime cette phrase qui dit « L'art est beau quand le cœur, la main et l'esprit travaillent ensemble ». On a tellement dénigré l'enseignement professionnel, alors que c'est des filières où il y a des jeunes qui se sont épanouis, dont je fais partie, et j'en suis fier, je suis vraiment fier d'être ouvrier. Et je l'ai regardé, je dis mais pourquoi tu me dis ça, et je sentais de la tristesse. Alors depuis lors, ça va, elle s'est remise. Mais c'est vrai qu'à l'époque, à l'âge de 14 ans, aujourd'hui, c'est vrai, on a tendance à avoir des pâtissiers stars. On le voit sur Instagram, on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit, la télévision a amené ça. La société a trouvé un autre regard aussi sur le monde de la pâtisserie. On a compris qu'il fallait quand même être un tout petit peu doué dans l'architecture du goût, qu'il fallait être doué dans les couleurs, qu'il fallait être doué dans l'esthétisme. Et puis, c'est pas un métier facile parce que vous êtes dans un métier où, quand les gens sont occupés à s'amuser, exemple pendant la Noël, pendant la nouvelle année, ben vous bossez, quoi, vous travaillez. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, il y a un déficit par rapport à des jeunes qui disent, mais attends, et qui sont sollicités par les loisirs. Donc, c'est vrai qu'effectivement, quand je lui dis ça, elle était dubitatif. Et puis voilà, je me suis lancé dans cette carrière. J'ai fait le CERIA, qui est une école qui se situe du côté d'Anderlecht, une grande école. Et là, physiquement, presque physiquement, quand je suis rentré en classe de pâtisserie, je me souviens encore, c'était Monsieur Foulon, François Foulon, j'ai déposé mes valises. Je me suis dit, je me sens bien ici. Et là, j'ai commencé à dégommer, quoi. Mais alors, dégommer, quoi. Hein. C'est-à-dire, premier de classe, tueur, quoi. Hein. Donc, j'y allais, j'avais cette envie de vraiment, de vouloir bien faire, de travailler, de sortir le meilleur gâteau, même s'il n'y avait pas une compétition en soi. Mais vraiment, j'essayais de me mettre ça comme objectif en me disant, je me souviens d'un premier cours en chocolaterie où on apprenait à travailler le chocolat. Donc, on faisait des grandes plaques de chocolat, toutes fines, qu'on découpait. Et on faisait des assemblages pour faire des boîtes de chocolat. Et à l'intérieur, mettre des pralines. On appelle ça, dans le jargon, on appelle ça des bonbonnières. Et donc, vous avez une boîte carrée, vous avez le couvercle en chocolat, et puis à l'intérieur, vous avez vos pralines. Et moi, je me suis dit, mais c'est totalement ridicule. C'est juste, c'est 4 côtés, enfin 6 pour être exact. Je devrais peut-être faire un peu plus. Et donc, j'ai fait un kiosque. Donc, avec des escaliers hexagonales, le toit, les colonnes torsadées, etc. Pendant l'heure qui était impartie. Et je vois encore Monsieur Modave, mon professeur, qui vient me voir et qui me dit, Monsieur Marcolini, qu'est-ce que c'est que ça? Et je dis, j'espère que vous voyez ce que c'est. C'était un kiosque. Il dit, mais je vous ai pas demandé de faire un kiosque, je vous ai demandé de faire une boîte. Pourquoi vous faites un kiosque? À la fois, il était, parce que j'ai pas obéi à l'ordre, et donc, mais il était très admiratif parce que après il a pris la pièce, il est allé dans la salle à côté, où nous on était en 2e année, c'était les 4e années, donc un peu plus évolué, etc. Il a dit, écoute, il y a un gamin là, qui vient de faire ça. Donc c'était déjà ce qu'on appellerait un peu en italien, les primi piatti. Ok, les prémices. Et pour vous, ça a été, parce que je ne connais pas, pour vous, quand vous pensez à faire de la pâtisserie et que vous allez au CERIA, est-ce que c'est une bonne école pour la pâtisserie? Est-ce que quand on rêve de pâtisserie, on se dit, c'est vers la France que je dois aller, parce qu'on voit souvent ce truc d'ouvriers français, etc. Est-ce que quand on rêve de pâtisserie en Belgique, à cette époque-là, c'est déjà bien développé? Alors, la Belgique, à l'époque des années 70 jusque dans les années 80, l'enseignement et la qualité de la pâtisserie étaient exceptionnels. Okay. Ouais, c'est pour ça que dans les années 90, quand on a fait la Coupe du Monde de pâtisserie, qu'on l'a gagnée d'ailleurs avec en 95 avec l'équipe, donc il y avait Günther Van Essel, il y avait Rick de Bar qui est situé encore du côté de la côte, aux Zout, et puis moi comme capitaine avec un coach qui était Marc de Bayeul. On était 2e en 93, on était 1er en 95, en 99, on était toujours dans le peloton de tête. Aujourd'hui, force de constater, c'est une très bonne question, c'est que on est dépassé. On est dépassé pourquoi? Parce que je pense que quand on est, comme dans le monde du chocolat, si on veut perdurer, si on veut être innovant, ça commence par la base. Et la base,
c'est toujours l'école. Au plus on aura des écoles de qualité, au plus un enseignement de qualité, au plus effectivement on va avoir des élèves, on va avoir de la performance. Force de constater que l'enseignement qui se situe en France, où l'enseignement technique et professionnel a toujours été valorisé, hein, on pense aux compagnons du devoir, on pense aux compagnons de l'Union depuis le XVIIIe siècle, on pense, comme vous l'avez dit, aux meilleurs ouvriers de France, on pense effectivement à Escoffier qui a fait un bouquin au début du XXe siècle pour codifier la gastronomie, on pense à Antonin Carême qui était un des grands pâtissiers parisiens qui est parti à la cour d'Autriche, et c'est vrai qu'effectivement la France a toujours cultivé une pâtisserie, mais surtout, c'est pas forcément que la pâtisserie, le fromage ça peut être pareil, le vin ça peut être pareil, etc. Un artisanat. Ce qui n'a pas été le cas effectivement en Belgique où l'artisanat, les métiers manuels étaient quand même toujours un peu mal vus. Je vais vous raconter une anecdote pour vous dire à quel point c'était quand même un peu mal perçu. J'ai l'âge évidemment 19-20 ans. 19-20 ans, 21 ans, boîte de nuit. Hein. C'est clair, c'est clair. Et je vais à ce qu'on appelle des TD Pharma. Donc, c'est des trucs un peu universitaires. Ouais. Parce que c'était ouvert en semaine et que c'était plus facile pour moi puisque le week-end, je travaillais. Et je suis avec un copain et je discute avec une étudiante ravissante au demeurant. Et je lui dis, tu fais quoi? Elle me dit, pharma. C'est normal puisque c'est un TD Pharma. Donc, jusque-là, c'était pas trop compliqué. Ouais. J'avais pas compris tout de suite le sens, hein, je le reconnais. Et puis elle me dit, et toi tu fais quoi? Et puis avec beaucoup d'aplomb et beaucoup de fierté, je lui dis, je suis pâtissier. Elle me dit, ok, salut. Elle se casse parce qu'effectivement, elle se dit c'est un ouvrier. Et puis et il a fallu utiliser des stratagèmes. Et je me souviens que j'ai réfléchi. Et le prochain TD que je suis arrivé, elle me dit, tu fais quoi? Et je dis, je suis ingénieur en technique alimentaire. Et alors elle me regarde. Waouh, c'est vachement impressionnant. Et elle me dit, mais ça consiste en quoi? Je dis, écoute, imagine que tu fais bouillir du lactose. Alors elle me regarde, elle me dit, mais du lactose, c'est quoi? C'est du lait. Je dis, imagine que tu fais bouillir, que tu fais bouillir du lactose et que tu rajoutes à ça de la saccharose. Elle me dit, mais c'est quoi la saccharose? Je dis, mais c'est du sucre. Et puis tu rajoutes de la lécithine. Elle me dit, lécithine, jaune d'œuf. Tu sais que tu obtiens une crème pâtissière. Elle me dit, waouh, c'est fantastique. La suite ne sera pas racontée, mais comme quoi, c'est surtout ce que je veux mettre en évidence, c'est la perception de la société dans les années 70. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde l'évolution de la pâtisserie, en Belgique, on a un tout petit peu stagné. L'enseignement est très très mal subsidié, évidemment, et donc, a fortiori, c'est plus compliqué aussi à ce qu'on appellerait à upgrader les étudiants parce que les techniques ont tellement évolué. Pourquoi est-ce que les techniques ont évolué sur les 10 ou les 20 dernières années? De nouveau, on va revenir un peu là-dessus. Moi, quand j'ai appris mon métier, on faisait ce qu'on appelle les recettes volées. C'est-à-dire qu'on avait un chef qui avait un carnet écrit à la main, il fallait presque s'appeler Champollion pour essayer de déchiffrer ce qu'il avait écrit, et c'était sur un carnet un peu gras comme ça, hein, par le beurre, par la farine, par les œufs, par ce que vous voulez, et quand il avait le dos tourné, on prenait ça tout jeune, et on allait à la librairie d'à côté, parce que la librairie d'à côté avait une photocopieuse, et on photocopiait à la vitesse mais du son le plus possible, c'était de travers, on s'en foutait, etc., etc. On volait les recettes, et puis on faisait du deal de recettes, quand il y avait quelqu'un qui travaillait dans la maison Nioul, et puis moi je travaillais dans la maison à la Parisienne, ou chez Mailleux, ou chez Huitamer, on disait, je t'échange des recettes pour ça. Et donc on faisait vraiment du troc de recettes. Pourquoi est-ce que les choses ont changé? La première, c'est qu'on a constaté, et vous pouvez faire l'expérience, c'est heureusement d'ailleurs, on a constaté que c'est pas la recette qui fait le pâtissier ou le chocolatier, c'est le chocolatier ou le pâtissier qui fait la recette. Si vous prenez un bouquin de recettes, c'est pas pour ça que demain vous devenez Monsieur Gaston le Nôtre. Et donc, je pense, et si vous prenez 10 pâtissiers, 10 chocolatiers, vous donnez la même recette, vous allez avoir 10 recettes différentes en fonction de la sensibilité de chacun. Et heureusement d'ailleurs. Oui. La deuxième chose qui a fait que le métier évolue d'une façon exponentielle, c'est qu'on a libéré la connaissance. Ça veut dire que, sur base de ce constat que je viens expliquer, quand vous allez sur Internet et que vous dites, tiens, au fond, je veux une recette de financier, une recette de mousse au chocolat, une recette de n'importe quoi, vous allez avoir des milliers de recettes. Et donc, vous avez un choix. Et c'est là où c'est génial parce que, au plus, évidemment, on échange et les technologies ont évolué, eh bien, c'est là où la profession a évolué. Et c'est vrai qu'effectivement, quand vous allez
Avant, on avait la Belgique qui était connue pour sa pâtisserie, on avait la France, un peu moins des pays comme par exemple la Hollande qui était très calviniste, ou l'Allemagne. Maintenant, c'est fini. Regardez, ceux qui gagnent le Bocuse d'Or, c'est quand même le plus grand prix de la gastronomie, c'est le Danemark ou la Norvège. Alors qu'il y a 20 ans, on n'aurait jamais imaginé que en Norvège ou au Danemark, on mangeait bien, quoi. Et maintenant, vous mangez d'une façon divine. Et c'est là où, effectivement, tous ces pays ont embrassé de façon incroyable le métier de pâtissier, le savoir-faire de la pâtisserie, le savoir-faire de la chocolaterie, mais aussi de la gastronomie. Et c'est pour ça qu'on mange très bien à travers le monde. Et puis, on a commencé à mixer le tout. C'est vrai, c'est le mélange. Moi, j'allais le dire. Moi, je pense que c'est souvent le mélange et on voit des tentatives. Souvent, moi, je regarde des émissions, on voit des tentatives de nouvelles choses avec sur base des connaissances qui ont été partagées, mais des transformations, etc. Et c'est vrai que moi, en plus, c'est devenu un peu cool. On a des chefs pâtissiers superstars des fois, dont vous, mais on a des stars et ça, c'est surprenant. Mais pour vous, après le Serie A, vous faites le Serie A, vous avez faim, vous détruisez tout. Après ça, vous vous dites, vous faites quoi? Après, j'ai commencé effectivement comme pâtissier et puis je me suis installé très tard en fait dans la profession. Ceux de ma génération s'installaient aux alentours de 25 ans et moi, je me suis vraiment astreint à me dire, je suis pas encore prêt. Je suis pas prêt professionnellement. J'ai pas encore assez de bagages et j'ai fait un tour, ce qu'on pourrait dire un tour un peu plus grand, aller travailler 3 ans chez Mailleux, faire un stage chez Fauchon quand c'était Pierre Hermé qui était chef pâtissier et c'est devenu un ami. Puis travailler 2 ans et demi chez Huit-Amer, puis travailler à la Parisienne comme jeune chef pâtissier, etc. Donc ça m'a formé en termes de bagages et je me suis installé en 1995 après la Coupe du Monde de pâtisserie. Et je me suis installé du côté de Crenhem, dans 30 mètres carrés. C'est à peu près ça ici, peut-être un peu plus petit même. Je sais pas combien fait de mètres carrés l'appartement, mais à peu près ça. Ouais. Et quand je me suis installé dans le bas de Crenhem, petit local, et je faisais ce qu'on appelait de la sous-traitance. Donc il y avait des pâtisseries, des chocolateries qui n'avaient pas le temps de faire des figurines en masse-pain ou de faire certaines pralines spécifiques, etc. Et donc ils me commandaient et moi je faisais à façon pour eux. Et quand j'ai gagné la Coupe du Monde, donc je faisais plus de 3 tonnes de pâte d'amande, de chocolat, etc. dans ce petit local de 30 mètres carrés qui est passé à 60 mètres carrés. Et au bout d'un moment, on s'en sortait plus parce que il y avait plus de place. Et on a aussi décidé, puisque je faisais ce qu'on appelle en anglais du private label, donc à façon. Et quand on a gagné la Coupe du Monde de pâtisserie, je suis allé voir tous ces gens en disant, écoutez, à partir de maintenant, sous l'impulsion de ma première épouse, toujours une femme qui vous pousse quelque part, et il faut lui rendre hommage. Elle a créé ça avec moi, elle m'a mis en confiance en tout cas. Et à un moment donné, elle me dit, mais il faut que tu te lances. Et puis on est allé voir tout le monde en disant, à partir de maintenant, il faut mettre que c'est un produit Marcolini. Ok. Et c'est là qu'on a commencé à lancer la marque Pierre Marcolini. Puis on s'est installé donc 30 mètres, 60 mètres carrés. On a déménagé toujours dans la région de Crenhem. On est passé à 500 mètres carrés en se disant là on va être tranquille. On a fait x10, donc ça va, on est tranquille pour 10 ans. Et ça c'est et puis en 2 ans de temps, ça a été de la folie. Et en 1999, je vous le fais bref, mais en 99. Je me suis installé en région bruxelloise sur un terrain qui est toujours l'actuel, du côté de la commune de Aren. Alors pour ceux qui ne savent pas où se trouve Aren, c'est juste la commune à côté d'Evere, très très peu connue. On est juste en face de l'OTAN et on est dans une rue qui s'appelle, alors c'est horrible pour un chocolatier puisque c'est la rue du bassin collecteur, donc je l'ai pas inventé celui-là. Et c'est au numéro 4 et là on a fait un bâtiment qui fait 1500 mètres carrés. Okay. Et là, ça a été le début d'une très très grande aventure. Et aujourd'hui, quand je regarde Marcolini, on va ouvrir un bâtiment qui fait 3500 mètres carrés supplémentaires, donc on va passer à 5000 mètres carrés. Mais beaucoup pour que les gens soient rassurés en se disant mais ça va devenir industriel et ça ne l'est pas du tout. Bien au contraire, je crois que c'est vraiment une question de mentalité. On a plus de 60 artisans.
Et on va continuer à engager, on va continuer à former surtout parce qu'on forme beaucoup. Et on va continuer à se développer et continuer surtout à faire des chocolats, ou j'espère en tout cas des chocolats d'auteur. Pas celui qui se trouve en haut, mais chocolat plutôt écrivain avec une vraie personnalité. Ok. Et vous pensez que pour vous, être champion du monde, ça a changé beaucoup de choses? Ça a changé le regard du grand public. Moi, j'étais très très connu dans le monde de la profession parce que j'ai fait beaucoup de concours professionnels. Donc j'en ai fait plus d'une quarantaine. J'ai été meilleur ouvrier belge en 1991. J'ai gagné le Grand Prix Mandarine Napoléon international et national en 88, 2 fois d'ailleurs. Et j'ai fait la Coupe du Monde à Tokyo où j'ai terminé 2e. J'en ai 40. Et en fait, dans la profession, d'où le fait que j'ai fait évidemment du private label, parce que les gens me connaissaient en disant, Pierre, si tu peux nous aider pour les fêtes de fin d'année, on n'a pas assez de personnel, est-ce que tu peux faire une gamme complémentaire, etc., etc. J'ai fait ça. Mais le grand public me connaissait pas. Ok. D'ailleurs, quand je me suis installé en 1997 au Sablon, en face de mon ancien employeur de chez Vitamer, qui est quand même culotté puisque c'est quand même la plus grande institution de pâtisserie. Vous installez en face et vous dites on va voir. Et j'avais marqué à ce moment-là, vous êtes pas très très bon en marketing et vous êtes pas très très bon dans ce genre de choses, mais donc vous mettez tout. Donc il était marqué Pierre Marcolini, champion du monde, Coupe du monde à Lyon 1995, chocolatier, pâtissier. Ce qui fait que les gens se disaient, mais alors je comprends pas, c'est un Italien qui vient de Lyon sans doute, et qui vient s'installer à Bruxelles. Donc il y a une espèce de confusion dans le message qui était un peu, voilà. Et c'est ce qui m'a lancé. Le fait d'être champion du monde, c'est vrai qu'on a eu pas mal d'articles. Et ça m'a lancé au niveau du grand public. Mais ça montrait aussi, pour répondre à une de votre premières questions, que la pâtisserie belge se portait très bien au niveau international. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, où malheureusement, on a des nations qui nous dépassent. Ok. Et là, vous parlez justement d'avoir grandi de plus en plus. Là, vous êtes dans le monde. Là, du coup, ça touche plus qu'à la pâtisserie. Il y a l'esprit d'entrepreneuriat. Pour vous, ça a été simple de faire ça aussi, parce que à la base, c'est la passion. Vous voulez tout apprendre et créer. Puis il y a une partie aussi où, comme vous le dites, il y a du marketing, de la communication. Il faut créer, il y a de l'image. Pour vous, comment ça s'est passé? D'abord, je pense qu'il faut être entrepreneur. Ça veut dire qu'il faut de l'ambition. Il faut avoir envie. Vous allez me dire que je suis un peu rabat-joie, mais j'aime beaucoup des phrases, et il y a une phrase que j'aime bien aussi, qui est entre le rêve et la réalité, la seule porte qui les sépare, c'est le courage. Et j'ai travaillé dans des maisons où il y avait un potentiel. Vous voyez, quand vous sentez, vous dites, quand vous regardez un jeune et vous dites, mais quel potentiel il y a, ça peut être un sportif de haut niveau, ça peut être quelqu'un qui peut faire une licorne, et on le voit avec Odoo, par exemple, etc., etc. On sent qu'il y a un potentiel. Et moi, j'ai travaillé dans des maisons où je dis, mais waouh, il y a un potentiel pour être au national, pour être à l'international. C'est dommage que parfois il y a ce manque d'envie ou de vision, d'aller plus loin. Et dès le départ, assez rapidement, c'est quelque chose que j'avais envie. C'est de me dire, tiens, comment est-ce qu'on peut faire une marque? Comment est-ce qu'on peut bouleverser le monde du chocolat? Si je vous dis, en 1995, il y avait quand même toutes les grandes marques de chocolat. On n'attendait pas Marcolini sur le trottoir, soyons clairs. Il y avait quand même des grandes marques qui avaient déjà, entre guillemets, tout fait. Et vous débarquez, je vous dis, on va essayer de bouleverser un peu ce paysage. On va faire des chocolats qui sont plus petits. Parce que dans une habitude alimentaire, on revoit que sur les 20 ou les 25 ans, qu'est-ce qui s'est passé? On a diminué les portions. Avant, on mangeait des plats gargantuesques, on avait des menus en rallonge, et c'était hallucinant. Aujourd'hui, on se rend bien compte que les portions sont plus petites, on mange d'une façon beaucoup plus saine, on mange par contre d'une façon plus précise. On se dit, mais tiens, on veut telle et telle chose, et c'est pas l'abondance qui fait, mais c'est plutôt la qualité du mets. Et donc je dis, je l'ai vu d'ailleurs, mon analyse était assez simple quand je suis rentré dans le monde du chocolat, l'avantage d'être pâtissier et puis de regarder ce qui se faisait dans le monde de la gastronomie et de la restauration, c'est de voir qu'on avait diminué les portions. Et je me dis, en pâtisserie, on est passé d'un gâteau de 120 grammes par personne à 90 grammes. On a commencé à désucrer. Et je dis, quand moi je suis arrivé en 95, tous les grands faisaient toujours la même praline depuis 25 ans. C'est-à-dire des pralinés, des chocolats assez gros.
où vous prenez un chocolat, vous faites le tour de la Grand Place, vous n'avez pas fini de le manger, hein, ça fait du 15-20 grammes, hein, c'est absolument hallucinant. Mais et donc la grosse bonne praline belge, on peut aimer, hein, mais c'est pas mon truc. Moi, j'ai plutôt tendance à me dire, je vais aller chercher plutôt des pralines qui sont plus petites, mais par contre plus abondantes pour me dire, on va picorer, on va voyager. Et puis la deuxième chose, de faire des associations qui étaient inattendues pour l'époque, puisque j'ai commencé à faire des chocolats à base de thé, du thé Earl Grey, de faire du poivre, de faire du gingembre, de faire un peu de violette. Donc le côté floral, le côté épicé, le côté herbacé. Et tout le monde m'a pris pour un dingue en me disant mais attendez, dans le monde du chocolat on fait pas ça. Alors que déjà en pâtisserie on le faisait. Et je me dis, le client qui va dans un restaurant, c'est celui qui va dans une pâtisserie et inversement. Et il va aussi chercher des chocolats. Et donc, ça, c'était un des grands succès. La troisième chose sur laquelle on a un peu bouleversé le cacaotier, si je pourrais dire, hein, c'est de dire, est-ce qu'il faut encore faire des ballotins? Tout le monde connaît ce drame absolu, en tout cas pour moi et pour mes artisans, c'est le ballotin, c'est vous ouvrez, fait oh génial, vous ouvrez, vous allez à la première surface et vous dites tiens, il y a une praline au café et vous la trouvez délicieuse. Et qu'est-ce qu'on fait tous? Je regarde tous, je suis certain que vous le faites. Vous regardez en dessous et vous commencez à regarder les couches. Et là, vous commencez à griffer tous les chocolats. Il y en a même, j'ai vu plus fort, il y en a qui ont pris une assiette et qui ont dit attends, on va tout mettre dans l'assiette, comme ça on va voir tout de suite où sont les pralines au café. Mais il y a des artisans qui ont bossé, quoi, qui ont fait un travail dingue, qui ont fait en sorte que les chocolats soient bien lisses, propres, qu'il n'y ait pas de coups. Si je peux pas faire ça. Je dois respecter le travail de mes artisans, je peux pas faire ça. Et donc on a inventé, parce que le ballotin a été inventé par la maison, enfin par la femme de Jean Neuhaus, mais au début du XXe siècle. Entre-temps, techniquement, on a quand même fait autre chose. Hein. Je veux dire, quand on regarde tous les emballages, quand on regarde un peu les technologies, on a un peu évolué. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une boîte où il y a un plateau de 250 grammes ou 230 grammes. Il y a en tout cas plus d'une trentaine de chocolats. Vous ouvrez, vous avez le choix, vous avez un petit lexique et vous commencez à vous baladez du côté de Sao Tomé, cette petite île qui se trouve à la frontière du continent africain. Hein. Vous vous baladez du côté du Brésil, chez mon ami Choa Tavares, qui a une plantation incroyable, du côté de Salvador des Bahia. Vous vous baladez du côté de la Chine, sur l'île de Hainan. Puis vous allez vous balader du côté de l'Inde, chez mon ami Amish, qui a une plantation du côté de Tamil-Nadu. Et là, vous commencez à voyager, quoi. Et puis, vous avez des notions de thé, puis les noisettes qui viennent du Piémont, de la ville de Colsemilia. Et là, c'est quelque chose qui est, mais pas un truc à étage, quoi, où on se demande ce qui se passe en dessous. Là, je suis en train de voyager, moi. Mais on voyage tous. Mais c'est ça l'idée. Vous savez, quand vous discutez avec des gens qui font de la nourriture, qu'elle soit gastronomique ou non, la cuisine de la mama, et je peux vous en parler pendant des heures, hein. Ce qu'on cherche tous, c'est quoi? C'est de l'émotion, hein. C'est à un moment donné, c'est, vous savez, cette espèce de plénitude. Mes gars à l'atelier me disent, et parfois, en conférence, on me dit, mais à quel moment un chocolat ou un dessert est bien réussi? À quel moment vous dites, là, on peut commencer à le commercialiser? Parce que être créatif, si demain matin, je veux faire venir la presse, pas de problème, je prends des chocolats, je balance aujourd'hui des insectes dedans, je balance aujourd'hui des choses qui n'ont rien à voir, des poissons par exemple, on pourrait faire poisson et chocolat en disant « c'est nouveau », je peux vous garantir que je vais avoir toute la presse. Mais le plus important, c'est pas d'avoir la presse, c'est pas ça l'idée. C'est qu'à un moment donné, quand les gens mangent un morceau de chocolat, on a tous eu ça, et qu'il est fini, vous regardez, vous faites pourvu qu'il y en a deux. Pourvu, et combien on n'a pas eu d'assiettes comme ça, de plats, des pâtes exceptionnelles qui sont bien faites, et vous dites je reprendrais bien une assiette. Et c'est ça, ce côté un peu judéo-chrétien, où on est confronté sur notre éducation, on peut pas, mais en même temps on a quand même très très envie d'avoir un deuxième. Oui. Eh bien moi je pense que un bonbon de chocolat, une praline, un gâteau, il est réussi à ce moment-là. Quand vous avez terminé et que vous êtes là avec votre conscience en vous disant « je sais pas si j'hésiterais à pas en prendre un deuxième. » C'est vrai. Ça, c'est bon. Moi, j'ai une dernière question pour vous, c'est vous avez fait plein de choses, vous avez gagné énormément de prix, vous avez ouvert des boutiques dans le monde, vous avez fait énormément de choses. C'est quoi qui vous motive encore jusqu'aujourd'hui? Vous nous avez parlé de votre réunion du matin au tout début avec des jeunes, etc. C'est quoi qui vous
qui vous motive, qui vous challenge encore dans ce que vous faites? Ce qui me challenge, hein, c'est l'équipe. C'est un drive pas possible. Ce qui me challenge, c'est mes clients. J'ai une clientèle et c'est l'occasion de les remercier parce que franchement, ils sont fidèles, ils sont à la recherche de l'étonnement. Si vous n'avez pas les clients, ben ça marche pas. Toutes ces communautés qui est en attente de la nouvelle collection, qui est en attente de la dégustation d'une nouvelle tablette, etc., etc. Qu'est-ce que c'est enivrant, c'est extraordinaire. Et puis vous savez, aujourd'hui les Américains disent toujours une société doit exister, elle doit donner du sens, ce qu'on appelle le fameux why. Et je réfléchissais en disant mais c'est quoi le pourquoi est-ce que Marcolini, si demain matin Marcolini n'existe pas, qu'est-ce que ça change dans la société? Alors je pense que notre mission, c'est ce que je dis à mes artisans, c'est d'être la future Madeleine de Proust. Quand la Madeleine de Proust, le concept, c'est quoi? C'est que quand vous avez goûté quelque chose dans votre enfance, la mémoire du goût, c'est celle qu'on garde le plus longtemps. Oui. Et votre Madeleine de Proust, c'est la mousse au chocolat que votre grand-mère faisait, un plat que votre mère, mais qui reste un souvenir. Et moi, alors à la fois, c'est le fait de vieillir, mais en même temps, c'est ce bonheur-là aussi. Vous avez une génération qui a 30 ans, puisque Marcolini, en 2025, ça fait 30 ans. Donc, entre 20 et 30, qui viennent vous voir et qui vous disent, vous savez que quand j'étais gamin, ce qui a bercé mon enfance, c'est vos pralines. Et là, vous vous dites, ouais, mais quelle mission d'être cette espèce de mémoire que vous avez essayé de procurer en termes d'émotion. Ça, c'est un drive extraordinaire. La création, pour moi, tant que je peux créer, je continuerai à faire ce métier. Parce que c'est mon drive, c'est ce que j'adore. L'association des goûts, le fait de voyager, le fait d'avoir une équipe solide, et c'est ce qui me permet de voyager, d'ouvrir au Japon. Au Japon, on a 130 collaborateurs, on a ouvert en Chine, je vais dans les plantations de cacao, je discute avec les planteurs, on a une juste rémunération. Mais quand vous mettez tout ce brassage-là et que vous mettez tout ça ensemble, vous commencez à vous dire, mais tiens, au fond, le Longjing Tea que j'ai découvert à côté de Shanghai, qui est un thé magnifique, comment est-ce que je vais le mettre en musique ? Ça, c'est génial. Quand vous allez au Japon, vous goûtez du ponzu, quand vous goûtez du yuzu, quand vous goûtez du kyokuro, qui est un thé sublime, vous rentrez, vous dites, je vais mettre ça un peu en musique. Mais inversement aussi, je vous parlais de Colza Emilia, qui a des noisettes extraordinaires, mais ça peut être des amandes incroyables. Ici, plus proche aussi, les épices à spéculoos, les poivres qui sont magnifiques, poivres de Penja qui sont sublimes. Donc, on a aujourd'hui tellement de palettes aromatiques. Il y a encore du travail. Et puis, le dernier souhait, Changor disait, un homme qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et moi, j'ai envie, parce que ce métier, ce produit m'a laissé tellement de plaisir que je voudrais lui laisser un geste, c'est de faire une école. Je pense qu'une école du savoir, une école de l'excellence, mais pas de l'excellence du prix, c'est pas ça que je parle, mais de l'excellence, c'est-à-dire on essaie de chercher des circuits courts, des matières premières extraordinaires. Je trouve que donner ça aux nouvelles générations et donner le savoir aux nouvelles générations, c'est peut-être le plus beau cadeau qu'on puisse faire. J'ai rêvé. Là, j'ai rêvé, j'ai voyagé, j'ai même faim. Donc, merci d'avoir partagé avec nous. Avec plaisir.